Merci à tout le monde d'être là pour cet après-midi avec des ateliers après cette table ronde. Une table ronde importante avec des regards croisés sur les défis en santé dans les Alpes de Haute-Provence. Plusieurs des participants qui sont là ont des éléments très importants à donner, aussi bien sur la ruralité que sur l'urbanité et évidemment l'organisation des soins de santé. Et on va commencer tout de suite par une personne importante, car on va rappeler que tout simplement tout le système médical français n'existe que parce qu'il y a des malades et des patients. Et Samira Birech qui est avec nous, tu représentes les patients tout simplement. Vous êtes une patiente, on appelle ça une patiente experte. Vous représentez donc des usagers, vous allez évoquer votre situation personnelle, votre parcours de soins, les difficultés rencontrées, mais aussi les résultats et réponses apportées à votre situation personnelle. Vous avez un micro quelque part, il doit être branché. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Samira, donc j'ai 47 ans. Donc, je suis patiente experte en éducation thérapeutique du patient en oncologie. Donc, en fait, mon parcours est assez complexe, on va dire. Donc ça s'est passé déjà en 2021 où j'étais diagnostiquée d'un cancer du sein, donc triple négatif. Donc, j'ai été suivie à l'IPC, donc avec tout un protocole assez lourd. À la suite de ce protocole, donc on est un peu lâché dans la nature. Voilà, on a fait l'aspect traitement actif, mais après au-delà de ça, on est perdu. Donc on n'a pas de filet de sécurité où on peut atterrir entre guillemets. Donc on essaye aussi de reprendre une vie normale, chose qui n'est pas facile en fait, autant au niveau social que familial et que professionnel. Donc j'ai eu la chance, après mon expérience, de rencontrer la maison de santé La Vista qui propose des soins de support. Donc les soins de support, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait on va proposer des séances en psycho, faire de la réflexologie plantaire, tout ce panel en fait de professionnels qui vont nous aider à affronter la maladie et aussi à nous aider à diminuer les effets secondaires éventuellement des traitements. Donc je pense qu'il est important d'être assisté par un soin de support qui plus est ici dans le 04. Donc idéalement, ce serait bien qu'il y ait des soins de support qui se développent plus dans le département en fait, parce qu'il n'y en a pas assez de Donc durant mon parcours, donc, j'ai mis pas mal de choses en place, notamment de l'équithérapie. Donc c'est une association qui se base sur Pertuis, qui propose des séances gratuitement pour les personnes qui ont eu un cancer, peu importe le cancer. Donc je trouve ça très salvateur de leur part de proposer ça aux patients afin qu'ils puissent rebondir en fait. Vous travaillez avec un cheval ? Tout à fait. Donc en fait, l'objectif c'est de travailler avec un cheval ou des chevaux et de pouvoir en fait mettre des mots sur des mots, mais par le biais de l'animal. Parce qu'il n'y a pas de jugement quand on est face à un animal. Et l'animal va ressentir toutes les émotions que vous avez, positives ou négatives, et vous allez pouvoir déposer tout ça avec l'animal. Et donc pour la reconstruction, je trouve ça très important. Et je pense que des fois, il n'y a rien de mieux que de faire de la thérapie, des fois avec des animaux, puisque le message que l'on va transmettre sera différent en fait, que par rapport à un psychologue par exemple. Les séances, elles étaient prises en charge ? Alors les séances sont prises en charge intégralement par l'association, donc qui s'appelle HOP. Et en fait l'association, comment elle fait ? Elle demande des subventions à droite et à gauche pour pouvoir financer une prise en charge totale qui coûte à peu près 1 500 € par patient pour pouvoir bénéficier des séances d'équithérapie. Voilà. Et merci, c'est déjà un bel exemple et vous pouvez dire que vous êtes
à la fois en rémission et en même temps que vous êtes passé par des heures sombres? Alors, on ne parle pas de rémission. Pas encore. C'est ce qu'on m'a dit, en fait. En tout cas, mon oncologue m'a dit, en fait, la rémission n'existe pas. Non, c'est pas pour faire peur, mais en tout cas, pour lui, la rémission n'existe pas. Donc, en fait, voilà, donc je vis au jour le jour. Et maintenant, je mets en pratique quand même certaines choses qui me permettent, en fait, de faire attention à ma santé. Donc, notamment l'activité physique, même si j'étais une grande sportive, ça n'empêche pas d'être malade, malheureusement. Mais je continue à pratiquer donc, les activités sportives. Je fais attention à l'alimentation, bien entendu. Et voilà, donc je mets des choses en place, voilà, des séances d'hypnose, de sophro, voilà, tout ça, qui gravite vraiment autour de moi parce que je pense qu'il est important, au-delà des traitements actifs, d'avoir tout ça en parallèle en fait. Et ce que je voulais souligner aussi, donc, je trouve que c'est important, au moment du diagnostic, je pense qu'il est important que le médecin prenne en compte la prise en charge globale du patient. Il y a la maladie, donc le médecin se concentre sur la maladie, on va soigner la maladie. Il n'y a pas que ça en fait, il y a tout ce qui gravite autour du patient. Donc l'aspect familial, l'aspect social, voilà, tout ça. Voilà. Si on veut que le patient soit acteur en fait de la maladie, il faut absolument que tous ces points soient pris en compte pour qu'il puisse rebondir en fait. Parce que si on n'a pas pris en compte l'aspect familial, par exemple, voilà, la personne elle est seule, elle vit seule, isolée, elle n'a pas d'enfant, et puis elle n'a pas de mari. Voilà, je veux dire ça, ça risque d'être vraiment un frein pour cette personne, pour qu'elle puisse évoluer, favorablement en fait. Merci Samira Birège. Voilà. Vous êtes, je rappelle, patiente experte et à ce titre, vous communiquez aussi sur des besoins, sur votre situation personnelle, mais également sur les besoins, sur les manques. Donc vous interviendrez à la fin de cette table ronde également. On va passer la parole à votre voisin, Gilles Dufour, nouvellement arrivé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Vous êtes directeur du groupement hospitalier territorial des Alpes-de-Haute-Provence qui regroupe les hôpitaux de Digne et Manosque ainsi que les hôpitaux de proximité, plusieurs EHPAD en zone rurale, et vous avez remplacé Franck Pouilly, parti en retraite il y a quelques semaines. Avez-vous pu visiter tous les établissements du GHT? Alors, tout d'abord, le groupement hospitalier de territoire, c'est 10 établissements, dont 8 établissements en direction commune, dont je suis le directeur. Il y a 2 établissements, les EHPAD d'Aimé et d'Oraison, qui sont autonomes et qui ont chacun un et une directrice. Voilà, alors, je n'ai pas encore finalisé le tour de l'ensemble des établissements. Je vais d'ailleurs me rendre demain à Castellane pour finaliser, parce qu'il y a non seulement les établissements qui sont en direction commune, mais également toutes les structures extra-hospitalières de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. Alors, là aussi, le territoire du GHT n'est pas celui des secteurs de psychiatrie, puisque sur le département, on dit groupement hospitalier territoire des Alpes-de-Haute-Provence, mais ne font pas partie du groupement hospitalier de territoire des Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron, qui est pourtant dans le 04, Barcelonnette également, et Entrevaux, qui appartiennent à d'autres GHT. Mais en revanche, toutes ces villes, il y a des structures extra-hospitalières ou ambulatoires, des hôpitaux de jour, des CMP, qui relèvent de la psychiatrie, qui relèvent de la compétence du centre hospitalier de Digne, qui est l'établissement support et siège de ce groupement hospitalier territoire. Alors je le disais, vous êtes arrivé récemment dans le département, donc je suppose que vous êtes en train de, excusez-moi de cette image, de prendre la température autour de vous. Et l'un des problèmes auxquels est confronté le groupement hospitalier, évidemment, c'est celui des urgences. Alors, c'est une problématique que j'ai connue, puisque je viens d'Ardèche méridionale avec un centre hospitalier qui lui aussi avait dû fermer temporairement. On les a réouverts, heureusement, temporairement, ces urgences de nuit. Donc la problématique est un peu la même dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, puisque nous avons à la fois Sisteron, mais qui ne dépend pas de nos GHT, et puis Manosque, où il y a un certain nombre de fermetures de nuit. Et je tiens à préciser que les urgences vitales sont assurées sur l'ensemble du département, puisque les SMUR fonctionnent. Et l'important, c'est vrai, ce qui est primordial, c'est la prise en charge des urgences vitales. Donc,
ce matin, on en a parlé, il y a eu la venue d'une mission d'accompagnement et d'écoute du docteur Braun, ancien ministre de la Santé, voilà, sur la demande de l'Agence régionale de santé. Alors c'est ce qui a été dit, c'est pas un énième audit, hein, pour dire auditer, diagnostiquer, puisque ça a été fait et refait au niveau des deux structures. Et c'est justement essayer de faire du lien, rencontrer les équipes, et que les équipes puissent se coordonner, puissent discuter ensemble, et pour éviter également, puisqu'il est parti, il est également allé la semaine dernière sur Sisteron, pour éviter justement qu'il y ait des fermetures concomitantes sur l'ensemble des services d'urgence la nuit. Voilà, pour pouvoir se coordonner, écouter, c'est plus une mission d'écoute et d'accompagnement, et apporter son expérience et faire émerger du terrain des solutions, des micro-solutions qui vont pouvoir débloquer les situations. Mais c'est vrai que la problématique première est celle de l'attractivité médicale et du recrutement des médecins. Donc un hôpital sans médecins, c'est pas l'hôpital. Donc cette problématique première de cet établissement et de ce département, comme d'autres départements, ce qui avait été dit ce matin, je me retrouve à Aubenas, à Val-sur-les-Bains et Aubenas, les mêmes indicateurs, territoire isolé, enclavé, rural, avec des indicateurs de santé moindres que ceux régionaux ou nationaux. Donc je retrouve les mêmes problématiques. Mais je pense que voilà, il faut retrouver. Alors une politique d'attractivité, ça se mène. Comme je disais, avant, vous aviez 10 médecins, un hôpital. Maintenant, vous avez un médecin, 10 hôpitaux. Donc le choix est rude. Hein. Il faut aller chercher et aller accrocher les médecins. Le territoire, bien évidemment, a des atouts. Le département est magnifique, il a des atouts. Donc il faut le valoriser. Et il faut, je pense, mais certains sourient quand je le dis, il faut avoir une image positive de notre département et une image positive de notre établissement et de nos établissements. Parce que les médecins, voilà, s'ils lisent dans la presse, tout va mal, il n'y a que des problèmes, qui a envie d'y aller travailler quand vous avez le choix? Donc il faut aussi qu'il y ait une image positive véhiculée par les journalistes. Tout à fait. Alors, j'ai bien compris. C'est pas qu'une image, parce qu'après il y a la forme et après il y a le fond. Parce que l'image, ça permet d'attirer et se dire, ben, pourquoi pas, oui, c'est un territoire agréable, sympathique, il y a un hôpital, mais je vais voir. Et après, il faut qu'il y ait des projets, qu'il y ait une équipe dynamique et que le médecin se sente bien accueilli et que les conditions d'accueil soient satisfaisantes pour lui et sa famille. Donc ça passe par le logement, ce qui est important, ça passe par le logement, ça passe par le travail du ou de la conjointe qui arrive. Voilà, ça passe par tout cela, par la crèche, par les collèges, par l'éducation, par les services qui sont environnants, et puis également par des conditions d'accueil au sein de l'établissement et les projets. Voilà, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que c'est dynamique? C'est ce que recherchent aussi les médecins, et le moins de contraintes possible. C'est aussi ça, la difficulté de l'exercice solitaire, c'est terminé. Les médecins cherchent une équipe, de pouvoir travailler au sein d'une équipe et pouvoir échanger. Et je pense que c'est la même chose, c'est pour ça que les maisons médicales ou les maisons pluridisciplinaires, ça fonctionne, parce qu'il y a du dynamisme et il y a de la pluridisciplinarité. Gilles Dufour, on évoque souvent la santé physique et mentale des personnels de santé. Avez-vous perçu des signaux et comment y répondre? Alors, il y a trop peu de temps que je suis là depuis le 4 novembre. Donc, bon, la mission Braun, le docteur Braun l'a dit lors de son interview, il doit y avoir également de la souffrance morale de certains médecins qui se retrouvent en difficulté à devoir assurer une permanence, une continuité des soins, mais également une permanence de soins avec un effectif réduit. Donc, ce qui veut dire du temps de travail additionnel, donc, et des difficultés. Sur les personnels, je pense que oui, ça se reproduit sur le personnel. Quand on prenait l'exemple de la psychiatrie avec l'insuffisance de pédiatres et de psychiatres et de pédopsychiatres, eh ben, les difficultés, bien évidemment, rejaillissent également sur les équipes. Et comment vous y répondez, si vous devez y répondre?
mes équipes doivent y répondre sur la qualité de vie au travail, hein, sur un plan d'action en matière de qualité de vie au travail. Alors, je ne sais pas précisément ce qui se fait. J'étais en réunion entre midi et 2. On m'a parlé également de réflexions avec les partenaires sociaux qui doivent se poursuivre sur tout ce qui est action relative à la qualité de vie au travail. Et puis, Gilles Dufour, comment fonctionnent les relations entre les services publics et les établissements privés, notamment à Manosque, par exemple, où il y a des cliniques? Alors, je ne les ai pas encore rencontrés. Je viens de rencontrer la directrice de la clinique Georges Lelot, avec qui je vais avoir un rendez-vous au mois de janvier. Par le passé, vous avez déjà eu des contacts? Oui, parce que j'étais à Aubenas où il y avait une clinique. À Aubenas, on était concurrents, mais on était également partenaires. C'est-à-dire qu'on travaillait en étroite collaboration. Il n'y avait pas de problématique. Comme je le dis, l'hôpital public ne peut plus fonctionner seul. Et ça depuis des années. Hein. C'est le lien avec la ville, c'est le lien avec les libéraux, avec les CPTS, avec les associations, mais également avec les établissements privés qui participent à la prise en charge et à la prise en soin des patients. Donc il faut trouver des partenariats et c'est ce que j'avais fait sur certains secteurs d'activité. Quand on est de bonne volonté, il faut trouver des liens et des possibilités de coopération. Même si, bien évidemment, sur certaines spécialités, les deux établissements peuvent être en concurrence. On va vous souhaiter cependant une bonne acclimatation dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis on va passer la parole à Rodolphe Bizet. Il est masseur kinésithérapeute, représentant des libéraux. Vous exercez, Rodolphe, à Anote, près de Castellane, une commune qui compte environ 1 millier d'habitants. Pourquoi et comment vous êtes-vous installé dans le 04 ? Alors bonjour à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, je suis kiné, j'ai exercé très longtemps sur Nice. Et la vie urbaine m'a un petit peu fatigué à l'arrivée de mon premier enfant et on est parti en milieu rural. Et là, on a découvert la nécessité d'être multicompétent pour satisfaire des besoins de la patientèle et surtout la coopération qui est nécessaire et voire obligatoire entre les professionnels. Parce que s'il n'y a pas d'entraide, globalement, on ne peut pas tenir parce que déjà la charge mentale augmente et on va avoir des professionnels qui s'usent et qui s'épuisent et qui vont quitter le territoire. Mais curieusement, on retrouve toujours un peu les mêmes profils dans ces territoires ruraux. On va retrouver des personnes très investies, au-delà même de leurs compétences, des fois, c'est un peu dommage. Mais il faut bien pourvoir à des situations des fois complexes. Mais voilà, donc la genèse de mon exercice en milieu rural, elle est venue comme ça. Et on y rencontre des gens assez exceptionnels, qui ont des dynamismes exceptionnels, des modes d'exercice innovants. Voilà. L'innovation, c'est pas uniquement en milieu urbain, c'est surtout en milieu rural. On se serre les coudes, on y arrive, et ensuite, on étend son champ d'activité, on va rencontrer les élus pour mieux comprendre le système de soins. On a vécu une grosse révolution quand même dans le milieu libéral il y a quelques années avec l'émergence des MSP, qui replace le patient vraiment au centre du soin et non pas cette verticalité un peu paternaliste qu'on a connue pendant quand même de nombreuses années. Et là, je trouve que les paramédicaux, pour le coup, ont vraiment trouvé leur place aux côtés du médecin, hein, ce triptyque médecin généraliste, infirmier, kiné, en partenariat après avec tout ce qui est biologiste et pharmacien. Globalement, voilà, ce parcours très vertical s'est transformé en transversalité au bénéfice du patient. Et c'est ça qu'il faut souligner, parce que c'est, à mon avis, la vraie richesse, elle est là. La dilution de la charge mentale, et puis surtout, on découvre maintenant qu'il y a des CPTS qui émergent, qui sont maintenant, pour certaines, déjà très 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 actives, et du coup, ça nous a poussé à créer la nôtre. Alors, vous êtes regroupé avec d'autres professionnels, j'ai bien compris ça à Anote. Je suppose que c'est donc très utile, mais est-ce que c'est rentable ? Alors, la rentabilité, ça a été beaucoup évoqué ce matin à l'occasion des différentes interventions. L'exercice n'est pas du tout le même en milieu rural qu'en milieu urbain.
le temps de déplacement est quand même valorisé. Il faut dire ce qui est, il y a une indemnité kilométrique pour les déplacements à domicile. Certes, il faut les faire, il faut les parcourir. On parcourt plus de kilomètres plus rapidement en été qu'en hiver. Hein, quand on doit monter dans un petit village enneigé à 7 h le matin, bah forcément c'est compliqué. Mais ça, les infirmières en parleraient mieux que moi. Rentable, oui. Rentable sur ma qualité de vie, oui. Rentable sur ma qualité d'exercice, oui. Le chiffre d'affaires, on va le mettre un petit peu de côté. Je pense que c'est en majeure partie ce que cherchent les personnes qui viennent s'installer en milieu rural. C'est d'abord une qualité de vie. Et ça, pour le coup, alors au Conseil territorial de santé, puisque j'en fais désormais partie, on a bien pris le pouls de cette plus-value que le département offre en termes de qualité de vie pour l'exercice de nos collègues. Vous ne regrettez pas votre choix? Alors non, je ne regrette pas mon choix du tout, parce que j'ai fait des rencontres fabuleuses, j'en fais encore aujourd'hui des splendides. Et puis après, ben, on a des forces d'action. On rencontre avec les CPTS des logiques de mutualisation des projets. Et c'est là qu'on a un véritable atout à mener dans le département, parce que mutualiser 5 CPTS, finalement, c'est assez simple. Quand dans le 06, on est 17. Donc parler à 5, c'est quand même plus évident qu'à 17. Et l'idée du collectif de CPTS qu'on a réussi à créer, c'est de se dire, ben voilà, il y a des CPTS qui vont encore émerger, aidons-les à devenir matures plus vite. Voilà, que le département avance de manière un peu plus homogène, parce qu'on a bien compris ce matin, j'ai entendu le mot de mayonnaise de la part de Patricia Granet, la mayonnaise n'avait pas pris. En fait, pour que la mayonnaise monte, il faut aussi des dynamiques. Hein, il faut toujours quelqu'un au bout du fouet, en fait, finalement. Et donc, il ne faut pas aller trop vite, ça ne s'apprend pas. Il ne faut pas aller trop doucement non plus. Mais voilà, le but, c'est quand même de faire émerger les CPTS qui sont, on va dire, un petit peu en gestation, et que tout le monde monte en maturité, et surtout que les programmes qui sont en œuvre et qui fonctionnent se dupliquent sur les autres CPTS, si c'est duplicable. Si c'est duplicable. Mais voilà, on ne va pas perdre notre temps sur un programme qui ne marche pas. Voilà, clairement, on va pas s'épuiser, on n'a pas le temps de s'épuiser là-dessus. Voilà. Je rappelle que vous êtes installé à Anote. Comment, selon vous, encourager les professionnels de santé à s'installer en zone rurale? Alors, je vais vous le faire en mode un petit peu d'un rétex. Nous avions donc jusqu'à il y a 2-3 ans, 2 médecins, un de 80 ans, qui exerçait dans le village depuis plus de 50 ans, et un autre médecin qui est aujourd'hui à 64 ans, donc en âge de partir à la retraite. Et ce qui est la majorité de nos médecins généralistes actuels, c'est-à-dire que sur les 9 médecins que nous avons, il y en a 7 qui sont en âge de partir à la retraite. Donc actuellement, l'offre de soins est pourvue, il n'y a pas de souci, mais on est très inquiet. Et donc on crée cette petite dynamique au niveau de Anote, et là on voit arriver une jeune... On en parlait à table tout à l'heure, c'est rigolo. On voit arriver une jeune généraliste qui était passée par là il y a quelques années au cours de de villégiature. Elle dit, mais je vais m'installer ici. Bon, bah, très bien. Donc notre médecin de 80, j'allais dire jeune médecin, oui, parce qu'il est jeune dans sa tête. Donc de 80 ans, il prend cette personne sous le bras et dit, bah, pendant 2 mois, je te garde avec moi sur le territoire, je te fais connaître ma patientèle. Et après, tu t'installes avec les jeunes là-bas en bas, dans le centre de santé. Alors, c'est pas un centre de santé, mais c'est un pôle de santé. Elle est arrivée quand même à vélo. Pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Et on a dit, mais comment tu vas faire tes domiciles? Ben, j'en ferai pas. Très bien. Comment tu vas faire les gardes d'urgence? Ben, je peux pas en faire. Je suis pas mobile. Donc, on a un système, nous, sur Anote, qui permet justement de faire des gardes d'urgence autrement que par les médecins. C'était un projet mené par l'URPS des infirmiers, et qui fonctionne très très bien, c'est expérimental, l'ARS nous suit sur le sujet depuis maintenant plusieurs années. Et donc cette jeune médecin s'est installée. Voilà, on l'a aidé à passer son permis quand même. Et est arrivé un de ses collaborateurs. Voilà, un jeune qui est arrivé aussi, qui était d'ici et qui a hésité, et qui est venu s'installer. Donc ils font tous les deux demi-temps. Voilà, ils ne se concurrencent pas avec le deuxième médecin qui est encore en poste, qui lui continue à faire des actes à sa mesure, voilà, comme il a toujours fait. Donc l'offre de soins est pourvue. Conséquence, on a le frère du médecin qui est arrivé, qui est kiné, qui est venu travailler avec moi,
Et maintenant, on a même une rhumatologue qui s'est manifestée, une diabétologue. Voilà. Je vous laisse imaginer à Note, si vous regardez sur votre carte. La mayonnaise a pris, alors, pas à coup de fouet, pas violent, mais la mayonnaise a pris grâce à des dynamiques et surtout voilà, nous, les patients sont... On nous demande d'être bienveillants envers les patients, mais nous, c'est les patients qui sont bienveillants envers nous. Voilà. Pour une raison très simple, c'est qu'on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Donc voilà, la bienveillance, elle est transversale. Et si on doit retenir une chose, c'est ce changement de société médicale. On est passé de verticalité à transversalité au bénéfice de tous. Et j'espère aussi au bénéfice de l'attractivité. Mais ce matin, on l'a vu, les chiffres sont assez éloquents. Ce sont ces nouveaux modes d'exercice qui vont faire que le territoire va pas être attractif, il est déjà attractif. C'est de le faire savoir, puisque Manos nous a expliqué qu'il refusait du monde, il peut venir à la note, on les prend. Mais voilà, c'est clairement le territoire est attractif, il faut juste le faire savoir, il faut juste mettre en avant. Quand on parle de mayonnaise, il faut un liant dans la mayonnaise et il y a une partie communication qui est très 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 importante. Vous faites plein de choses, là je parle aux professionnels, je parle aux acteurs sociaux, aux assos, vous faites tous quelque chose d'exceptionnel et je conclurai juste mon propos, à moins qu'il y ait encore une question, mais il y a une chose qui m'importe énormément, c'est la devise de notre CPTS, c'est épanouissement, partage et bienveillance. Voilà. Je pense qu'avec ça, on peut déjà structurer un exercice coordonné qui soit sur un petit territoire, voire même sur un département. Belle illustration, pleine d'humanité et de service et qui répond vraiment aux missions de santé publique de toute façon. Je vais poser la même question à votre voisine à côté, Patricia Granet, qui est présidente du conseil territorial de santé. Comment attirer des médecins sur votre territoire? Je sais que vous avez des solutions. Je commencerai par quoi? Je pense que ce matin, dans ce que j'ai entendu, je suis encore plus confortée sur ce nouvel élément. Pour attirer les médecins sur le territoire, il faut les attirer dès la première année de médecine. En fait, quand on est interne, on a sa maquette à propre effet, on a ou un compagnon, on sait où il veut aller, enfin on sait où chacun veut aller s'installer, faire des enfants. Donc là, les choses commencent à être figées. Et donc je pense que oui, les déterminants de l'installation doivent se travailler dès le début des études médicales. Moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Mousquès par rapport à comment on revoit vraiment, comment on refonde les études de médecine, pour les avoir faites en plus. Oui, je dis comment on remodule tout ce parcours, aussi long soit-il, peu importe. Mais moi de plus en plus je me dis qu'on doit faire des stages en médecine beaucoup plus tôt. Et je pense que c'est vraiment dès le début. Donc à partir du moment où, comme on va le faire, on le fait à Digne à travers le campus connecté, et ça ouvrira en 2026 la première année de médecine, avec l'accompagnement de l'Agence régionale de santé. Je pense que c'est là que les choses doivent déjà se jouer. La formation, le parcours. Ensuite, on a fait beaucoup de choses, je ne vais pas y revenir. Bertrand Biche-Duval vous a présenté ce matin, je pense, ce qui a pu être fait en termes d'attractivité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un médecin, où qu'il s'installe, il va travailler. Un professionnel de santé, il va travailler. Quand j'ai fait mes études de médecine, moi, on m'a dit en première année de médecine, il faut dégager de là, parce que de toute façon, quand vous aurez fini vos études, vous ne gagnerez pas plus qu'un maçon. Voilà le message qui nous était transmis à Nice en première année de médecine. C'est fou, quoi. C'est fou. Et de voir aujourd'hui, donc, peut-être que oui. Ce qui me gêne beaucoup là aujourd'hui en médecine, c'est cette concurrence entre les territoires qu'on crée dans ce domaine de l'attractivité. Et on propose des aides de logement, tout ça, c'est très bien, on le fait tous. Et oui, c'est bien, mais c'est une escalade, c'est-à-dire c'est toujours plus. J'entends maintenant qu'à des endroits on propose également la voiture, mais non, c'est pas logique, c'est pas ça. Genre, on n'a pas fait médecine comme ça. On fait médecine parce qu'on l'a dans nos tripes et il y a en médecine aujourd'hui, tel que c'est fait, la potentialité de faire différentes spécialités, on peut faire des tas de choses fabuleuses en médecine sans avoir à côté le tiroir caisse pour vous dire, il faut venir là, comme ça. C'est ça, il faut arriver maintenant à le casser, je crois.
Donc les aides à l'installation, quand on a eu à se déterminer sur les territoires, les zones prioritaires et tout, oui c'est bien si ça peut aider, mais on a bien vu que c'est pas un modèle qui est parfait. On y revient à juste titre. Est-ce qu'on propose aujourd'hui 50 000 € aux infirmiers, aux pharmaciens et dans d'autres domaines? Non. Donc voilà, c'est gênant, ça c'est gênant, ça c'est gênant. C'est gênant d'autant que si on veut travailler aujourd'hui en médecine, ou qu'on travaille ou à l'hôpital, ou en libéral, ou en faisant du privé, pas du privé, bon, il y a du boulot pour tout le monde, puisqu'on n'est pas assez. Mais bon, on en revient au fait que il y a une politique d'État aujourd'hui. C'est surtout pas rien contre mon directeur d'ARS que j'adore et avec qui on travaille super bien. Ça se passe au-dessus de lui dans des choses qu'on maîtrise moins. Hein. Mais aujourd'hui, la santé n'est pas prise en compte en France à sa juste mesure. Voilà. Je pense que malheureusement, le passage gouvernemental qu'on passe ne va pas faire en sorte qu'on va trouver des solutions rapidement grâce à l'État et qu'il faut, je le redis, on a du potentiel ici et il faut qu'on revienne tous ensemble sur le territoire et qu'on fasse prendre la mayonnaise en fonction des spécificités du territoire, hein, qui a aussi des différences. Hein. On n'est pas tous pareils sur le territoire basalpin, mais le salut viendra plutôt, comme ça se passe pour Anote, de cette interaction, de cette innovation humaine et collective qui fait que dans la transversalité, on peut arriver à construire des choses. J'en suis profondément convaincue puisque dans mon parcours de professionnel, où j'ai fait des tas de choses passionnantes, j'ai mis en place des équipes mobiles de soins palliatifs des APO de Provence pour le GHT. À l'époque, j'ai fait du soin palliatif. Donc au moment où vous êtes confronté à la difficulté de la fin de vie, c'est là qu'il se passe des choses en médecine où vous comprenez bien. Comme l'a dit notre patiente témoin, il n'y a pas que la médecine, quoi. Moi, j'ai bien compris depuis le temps que c'est pas, j'ai pas toutes les solutions avec mon ordonnance, mon crayon et ce que je fais. La solution, elle est vraiment plurielle. C'est vraiment une prise en charge globale. Ça part de la prévention jusqu'aux soins. Ça part comment on travaille nous, au niveau de l'agglomération sur le bien vivre, le bien manger. Tout ça, c'est ça aussi la santé. C'est déterminant. Et quand vous êtes dans ces périodes où vous touchez aux choses les plus délicates de la vie qui est la mort, et la mort c'est la vie, vous apprenez à travailler immanquablement, et c'est ce qu'on vous apprend dans la transversalité. Donc quand vous êtes tombé dans la transversalité, que vous avez compris les bienfaits que ça fait, vous comprenez que ce principe doit se rapporter à tous les domaines, et notamment à tout le reste de la santé, et puis dans d'autres domaines. Moi je le prône aussi dans la collectivité, et c'est difficile de faire changer cette façon de voir. Et j'ai bien aimé pouvoir échanger avec M. Merkès, parce que bon, on comprend que les déterminants sous-jacents, ils sont complexes à décortiquer les uns après les autres pour arriver à créer cette intelligence collective. Donc voilà, donc c'est plus en ce sens-là, et le message que je veux faire passer, parce qu'on est 180 000 habitants, on est 190 communes, on est un beau groupement hospitalier de territoire, parce que j'ai confiance entre notre nouveau directeur pour en faire vraiment un outil transversal pour ce territoire. Il y a beaucoup de belles choses dans le libéral. Je me tourne vers mes collègues avec qui on a mené il y a quelques années, je pense que vous vous en souviendrez, les fameux réseaux ville-hôpital, hépatite C, VIH, où pour peu la transversalité, là on l'a porté, où on a vraiment créé ces liens entre le libéral et l'hôpital, parce qu'il y avait des urgences à mettre en place pour soigner tous ces patients qui mouraient hein, aussi. Et donc, voilà, on a pu vivre ces expériences qui nous ont montré toute l'humilité qu'il faut et toute la nécessité de se dire que c'est pas, et avec toute une liste à la Prévert de jolies choses qui feront que, c'est faire comprendre aujourd'hui aux professionnels de santé qu'on n'est ni là pour être tiroir-caisse, qu'on est là pour bien gagner sa vie et qu'on est là pour faire ensemble. Une dernière question à votre endroit, Patricia Granet. Vous avez reçu plusieurs fois, 2 fois je crois, François Braun pour la situation des urgences. Qu'est-ce que vous en ressentez ? Alors, je crois que je l'ai un petit peu dit ce matin, moi j'en ai ressenti le plus grand bien.
Ça m'a fait du bien de discuter avec un professionnel de santé qui est vraiment au fait de la réalité du terrain, alors qu'il a été ministre de la Santé. Donc, c'est important d'avoir une personne de sa trempe, urgentiste, qui en même temps a été ministre de la Santé. Et je regrette qu'il n'ait pas été plus longtemps, parce que je pense qu'il a vraiment tous les outils entre les mains, et il nous a transmis cette nécessité de cette transversalité, cette nécessité de voir tout ce qui dans la pratique, nos pratiques professionnelles, moi je m'y inclus avec mes collègues urgentistes, hein, il y a les irritants, il a fait verbaliser sur les irritants au quotidien qui font qu'on a du mal à travailler correctement, mais bon c'est comme ça, hein, c'est la vie pour des raisons diverses et variées, qui font que chacun se ferme dans son fonctionnement, se bloque et part au plus urgent. Et c'est ça la souffrance là que je voudrais expliquer des soignants, quels qu'ils soient. Hein. C'est pas que les médecins, c'est les soignants. C'est que dans l'obligation, on doit prendre soin. Et aujourd'hui, on le fait dans des conditions pas aisées, pas simples, et de sortir de ça. Donc, il nous a aidés à sortir de ça et à prendre le recul utile et nécessaire pour se dire, bon voilà, il y a ça qui marche, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça à améliorer, on peut se parler, et on s'est mis à se parler tous, ils se sont tous parlés, les urgentistes de Digne, de Manosque. Mais c'est important. Et il y a des jolies choses qui émergent là, il y a des jolies choses qui émergent, et tout en... Je parle avec mes tripes, hein, tout en aussi sachant aider à mettre de côté juste ce qu'il faut, le politique, qui n'est pas forcément toujours bienveillant dans le bon sens du terme, parce qu'il veut faire bien politiquement, mais la bienveillance politique n'est pas forcément la bonne bienveillance qui peut s'appliquer là. J'essaye de traduire tout. Voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé les réactions des urgentistes. J'ai bien aimé aussi, moi, ce que j'en ai vécu aussi. Et je pense qu'il y a des jolies choses qui vont se mettre en place. J'ai espoir. Bon, par exemple, maintenant, pour être factuel et concret, les urgences de Manosque vont ouvrir plus tard le soir. Déjà jusqu'à 20h ou 22h, on va en train de se mettre en place. Et voilà, il y a déjà cette fourchette-là, c'est important. Parce que c'est une fourchette horaire importante pour recevoir les patients. Après, la nuit profonde, c'est autre chose, donc on a peut-être moins besoin à ce moment-là de personnes. Il y a des organisations qui se mettent en place, du coup. C'est marrant parce qu'on se rend compte que tout s'était figé pour des raisons diverses et variées, et que plus personne n'arrivait à sortir de cette espèce de gangrène, en quelque sorte, qui mettait tout le monde là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, de se rendre compte, et je pense, et là je ne dis pas ça que pour nous, le groupement hospitalier de territoire, mais aujourd'hui, moi je suis à fond pour les infirmières en pratique avancée. Mais en fait, si on est objectif, quand on est praticien hospitalier, on travaille tous les jours avec des infirmiers, du personnel. Et je crois moi j'ai des infirmières autour de moi qui ont toujours été infirmières de pratique avancée, même si on ne les appelait pas comme ça. On délègue notre fonction de médecin à l'infirmière, comme l'infirmière va déléguer à l'aide-soignant. Et donc, ce système-là de déléguer pour répartir les charges et arriver à prendre en charge beaucoup plus mieux les patients, que le médecin soit vraiment sur la prise en charge du patient, ça c'est important. Et puis, par exemple, l'autre chose qui fait que donc, on doit dégager le temps administratif. Il faut enlever au médecin le temps administratif. Donc, il faut trouver tout moyen pour... Alors, il y a des outils informatiques, hein. Il faut aujourd'hui expliquer au niveau national, il faudrait un outil informatique performant, transversal, qui croise avec la caisse primaire d'assurance maladie, avec les hôpitaux, avec les libéraux, et auquel on puisse rattacher tous les logiciels métiers. Enfin, voilà, là, on ferait du bien à la santé et aux structures hospitalières si on avait un outil aussi performant que ça, si ça existait. Seulement, on est dans la société de consommation où on veut que chaque société produise son logiciel, le vende à telle structure pour gagner tellement d'argent mais ne l'adapte pas forcément au quotidien des établissements. Là, il y a quelque chose de puissant à faire. Bon, ça, c'est des décisions, pour moi, étatiques.
il faut revaloriser je crois qu'il y a quelque chose qui est important, on en a pas assez parlé, en tout cas il faut revaloriser la fonction soignante, quelle qu'elle soit, à l'hôpital, en libéral. Il est question d'argent, mais il est question aussi, dans le prendre soin des soignants, de redonner du sens aux soins. Merci Patricia Garnier. Bertrand Bijoux-Duval, vous êtes directeur de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé PACA. On voit bien que les questions de santé sont nombreuses et criantes. Comment l'ARS y répond? Comme ça, en 3 minutes. Alors, c'est pas une technique pour gagner du temps, je vais répondre à votre question, mais je vais me permettre une petite digression avant ça, parce qu'on a de la chance, particulièrement dans cette assemblée, autour de cette table ronde, d'avoir avec nous une patiente experte. Pardon, Samira, de vous montrer un peu du doigt, mais c'est, j'espère, à bon escient. C'est pas rien. C'est pas rien, parce que je crois que trop longtemps, on a pu, et je le prends aussi pour notre gouverne, hein, le fait de traiter des questions de santé au-delà des patients. Je me permets un petit point sémantique aussi. C'est pas tant le patient ou la patiente, c'est la personne concernée. C'est-à-dire qu'on a un système de soins qui soigne. Vous avez raison. Et c'est pour ça que les patients sont là, parce que le système de soins est là parce qu'il y a des patients. En revanche, on parle désormais d'un système de santé et que, évidemment, tout ce qu'on fait doit être tourné autour de la personne, aussi en bonne santé. Voilà, donc ça, c'était le petit point sémantique qui était important à préciser. En revanche, sur l'enjeu de vous avoir avec nous, justement, ça nous rappelle sur l'aspect du soin, justement, de comment on répond au plus près de ce qui peut être attendu et évidemment dans ce qui est confirmé par les besoins de la science. Pour moi, ça renvoie à un sujet qu'on a trop peu évoqué aujourd'hui, c'est la question de la qualité des soins. C'est-à-dire qu'on a un facteur qui est fondamental derrière ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on ne soignera jamais aussi bien qu'en se mettant à la place d'eux, de savoir comment moi j'aimerais être soigné, comment j'aimerais qu'un proche soit soigné, comment j'aimerais que les patients qui témoignent soient soignés. Et ça, c'est un enjeu, un levier, je pense, fondamental sur le service rendu à la population et aussi d'un point de vue très pragmatique, un enjeu d'attractivité. Parce que je voudrais poser un chiffre qui est un peu désagréable et j'en suis bien désolé, et il n'est destiné à quiconque, il est collectif, c'est-à-dire qu'on a dans le département un taux de fuite qui est le plus important de toute la région. Les hôpitaux publics, encore une fois, c'est pour plein de facteurs. Quand on a le choix sur des services ouverts entre Digne et ailleurs, la population fait le choix d'aller ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très dommage, parce qu'on a des équipes, des professionnels extrêmement engagés, on a des plateaux techniques qui sont de très bonne qualité, et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on remédie, et je pense que la solution, elle est sur cet enjeu de qualité. Il faut que dans un département comme le nôtre, on soit intransigeant. Je ne dis pas qu'on est plus mauvais ici qu'ailleurs, loin s'en faut, mais qu'on doit être intransigeant pour redresser cette image-là, et qui va, in fine, mieux servir la population, et aussi avoir derrière un enjeu d'attractivité pour les soignants. Voilà le petit point que je voulais évoquer. Et maintenant, il me reste 30 secondes pour évoquer tout ce qu'on fait pour améliorer la situation. Écoutez, un des enjeux, je pense que cette journée en est l'illustration, c'est-à-dire que comme les élus, comme les professionnels, comme les gestionnaires, je suis au regret de dire que oui, l'État seul ne peut pas tout faire non plus. C'est pas un aveu d'impuissance, c'est un aveu de réalisme. C'est la réalité, c'est que personne ne peut tout seul. Et la puissance publique, qu'elle soit collectivité territoriale ou étatique, effectivement, ne peut pas tout. En revanche, je suis convaincu, et c'était mon propos introductif, que en convergeant, en mettant des synergies en place comme on le fait aujourd'hui, là, on peut vraiment répondre. Et c'est là où je pense que l'ARS prend tout son sens, qu'une délégation ARS prend tout son sens. C'est ce qui fait la différence entre avoir un ministère de la Santé à Paris, effectivement un système de santé centralisé, ça veut dire ça. Donc effectivement, je mets les pieds dans le plat, mais le jour où il ne devrait plus y avoir d'ARS, eh bien malin, effectivement, qui ira chercher des soutiens et du pilotage à Paris ou du coup, à Marseille. Je suis moi-même ici un petit peu provoque, mais c'est ça l'enjeu en fait d'une ARS, c'est de faire vivre ces synergies locales, parce qu'évidemment, on ne vit pas pareil dans les Alpes-de-Provence que sur le littoral à Paris. On n'est pas en santé de la même manière, on n'est pas en maladie de la même manière, et c'est pour ça qu'il faut qu'on réponde localement, et c'est ça l'enjeu de l'action de l'ARS dans le département. Alors l'objectif de cette journée, c'est d'élargir le champ des possibles, si possible. J'ai besoin peut-être d'une note de lecture. Alors, si possible, d'élargir le champ des possibles. Est-ce que ça l'est? Il me semble que les possibles sont très ouverts aujourd'hui.
on a plein de propositions qui ont déjà été faites ce matin et maintenant le coup du spectacle vient après, je vous rappelle, puisque maintenant toutes les idées qui bouillonnent, que vous avez toutes et tous au bout des lèvres, vous allez pouvoir effectivement les partager en atelier. Donc oui, le champ des possibles, il est extrêmement ouvert quand on est dans une assemblée comme celle-ci, où on se cause, où on partage, où on converge, parfois on diverge, mais c'est ça clairement qu'il faut ouvrir. Pardon de l'anecdote, tout à l'heure j'ai échangé en aparté en sortant de la première conférence sur des angles morts qu'on peut avoir à titre institutionnel, mais aussi en matière pour certains soignants. C'est dans ces anecdotes-là qu'on va se rendre compte que oui, il y a une certaine population qui, pour des raisons de non-accès à l'interprétariat par exemple, puisque c'était notre sujet tout à l'heure, n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin. Il n'y a pas de raison à ça. Et effectivement, on ouvre le champ des possibles quand on met tout sur la table ici, effectivement, que tous ensemble, on amène notre pierre à l'édifice. Donc oui, je suis convaincu que cette journée ouvre le champ des possibles. On l'espère avec vous. On va demander à Samira Iresh, ça y est, de conclure éventuellement, si vous avez, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces interventions et de toutes ces idées qui ont été développées par les personnes autour de cette table? Alors, je trouve qu'il y a de beaux projets, voilà, donc, qui sont mis en place par l'ARS, mais je me dis comment elle va pouvoir communiquer, faire la transition avec les professionnels de santé, en fait. Comment on fait pour faire la promotion de tel dispositif et tel dispositif, et comment le patient a connaissance de telle chose et telle chose. Donc je me dis, voilà, en termes de com, comment ça se passe, quoi. Voilà, donc, mais en tout cas, c'est de beaux projets. Je pense qu'il faut mettre en application, ça c'est sûr, mais je pense que la personne qui doit communiquer, force est de constater, sera le professionnel de santé, quoi, au patient. Et je pense que des fois, il n'y a pas forcément... il y a des fuites d'informations involontaires, je pense, qui sont involontaires, et que, voilà, et puis bon, je pense que le professionnel de santé ou un paramédical, je dirais là, d'autres chats à fouetter, on va dire, que de faire la promotion de dispositifs, donc voilà, donc, comment on fait pour mettre en avant ces dispositifs qui sont très... qui sont très ambitieux et qui, je pense, qu'ils peuvent apporter de la plus-value aux patients, quoi. On va dire qu'il y a eu un premier pas, mais qu'il y reste encore beaucoup à faire. Donc, oui, mais voilà, à voir, mais déjà, la dynamique est lancée, c'est quand même important. Il y a un micro, a priori, qui peut se promener dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à chacun des intervenants ici présents. Bonjour à tous, Nathalie Blanc, je suis présidente de CPTS au Pays du Verdon Monde d'Azur. Je suis également IPA, une des deux du département. Un petit coucou spécial donc à ma collègue Emeline. Pour répondre, madame, à votre question, à votre dernière question, nous arrivons aujourd'hui à développer sur le territoire, notamment du département, ce qu'on appelle les CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, dont votre voisin de droite, Rodolphe, vous a essayé un petit peu de parler. Ces organisations sont des associations qui sont montées par des professionnels de santé de proximité dans vos territoires et qui travaillent, croyez-moi, beaucoup pour organiser justement des parcours, des réseaux, et pour être là pour vous, près de chez vous, dans les territoires, pour essayer de vous apporter justement cette communication et ce lien avec tous les professionnels dont vous pourriez avoir besoin. Donc voilà, comme vous disait Rodolphe, on est en train de s'organiser pour faire une inter-CPTS sur le département. Et on est très heureux de pouvoir tous participer ensemble dans un objectif de santé publique pour être au plus près de chaque personne qui en aura le besoin. Bien sûr, je vous en prie, prenez le micro. En fait, le CPTS, si je ne m'abuse, moi j'en ai eu connaissance que là récemment, enfin il n'y a même pas un an,
Donc je ne sais pas l'existence du CPTS, en tout cas il y a 3 ans derrière, pour moi n'existait pas, puisque je n'avais pas eu l'information, ou alors l'information j'ai pas eu l'information tout simplement. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes, notamment des gens du public, qui connaissent en fait le CPTS, quoi. Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce que même moi il y a 3 ans, je ne savais pas que ça existait. Voilà. Voilà, donc ça fait combien de temps que c'est créé? Effectivement, je vais me permettre de répondre. Si vous êtes au sein d'une MSP, soignez au sein d'une MSP, les axes de discussion, ils les connaissent. Les interlocuteurs, ils les connaissent parce que ce matin, il y avait une quinzaine, 18 MSP de mémoire sur le territoire. Il n'y a que 5 CPTS. Maintenant, la communication, elle va aller encore plus vite. Ça va s'accélérer forcément. Par contre, ça appelle quand même une réflexion, c'est qu'il y a quand même un nombre d'interlocuteurs qui se multiplient. On a de plus en plus d'interlocuteurs, de fait de réunions, de coordination, et là on découvre un nouveau métier, c'est la coordination. La coordination sur les premières CPTS, puisque l'une des premières, je crois que c'est celle de Manosque, donc de votre territoire, c'est Ouriez, pardon, je vais me faire taper dessus. Mais voilà, il y a un rôle clé, c'est la coordination dans toutes ces structures d'exercice coordonnées. Pourquoi? Parce que le professionnel de santé sait très bien faire le soin, il a des messages de santé publique à faire passer aussi, c'est une de ses missions, mais pour concentrer l'information, c'est le coordinateur qui va avoir cette charge de travail-là. Donc, moi, ce que je veux saluer, c'est si jamais de passer au travers des mailles, ce sera de moins en moins le cas. Après, il faut aussi avoir notion d'une chose, c'est que dans le département, on a quand même une population qui volontairement se met en marge du soin. Hein, on n'a pas évoqué ce matin, mais il y a aussi, voilà, c'est un département, je crois qu'on est dans les 3 départements de France où la densité médicale est la moins importante, où on a l'accès aux soins le plus difficile. Il faut faire attention aussi à une chose, c'est qu'il y a quand même des gens qui veulent volontairement se mettre en marge du soin. Alors là, ce sera compliqué d'aller les chercher. Forcément, ce sera parce que c'est un acte volontaire, dirons-nous, mais c'est pas la cible, c'est pas l'objet de la discussion. Le message de santé publique, il est porté aussi par les professionnels de santé. Alors oui, lisez dans les salles d'attente, lisez tout ce qu'on vous donne, les flyers et autres. Et on travaille aussi au CTS à une commission sur la communication en interne dans le département et une communication externe pour le côté attractivité. Voilà. Mais si vous êtes dans un parcours de soins au sein de l'MSP, les informations elles y sont. Et les CPTS maintenant commencent à divulguer l'information de manière grandissante. Merci. Bonjour, monsieur Sansano Stéphane, je suis agent territorial, je représente aussi CGT. Nous pouvons constater malheureusement qu'un grand nombre d'agents territoriaux ne bénéficient pas de couverture santé ou prévoyance, ce qui naturellement, comme cela a été expliqué dans la présentation de ce matin, a une conséquence sur la renonciation aux soins. Dans le même temps, toujours sur notre département, nombreuses sont les collectivités qui ont validé directement ou par l'intermédiaire du centre de gestion une participation à la protection sociale complémentaire, une participation pour la prévoyance au rabais avec un montant de 7 € par agent, sachant que dans le même temps, les associations de maires à l'échelle nationale ont validé un minima, une prise en charge à hauteur de 50% minimum de la cotisation, bien au-delà des décisions prises localement. La CGT des territoriaux des Alpes d'Haute-Provence vous interpelle afin de trouver aujourd'hui, à travers les élus présents dans la salle, maires, conseillers départementaux, pour la mise en place de mesures concrètes pour aider financièrement l'ensemble des agents territoriaux de notre département. Pour conclure, il me semble important pour permettre à tous de bénéficier d'une couverture santé de haut niveau, la prise en compte d'une participation employeur à la hauteur des enjeux de la période à venir, puisqu'il va y avoir une augmentation de 6% des mutuelles. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette interpellation? Non, Stéphane, tu prendras rendez-vous et tu vas négocier. Du coup, je me suis saisie du micro, désolée. Donc, je suis Florence Waldenwitz. Je suis anciennement salariée de l'hôpital de Digne. J'étais aussi impliquée à la CGT, mais je suis aussi élue dans la commune d'Édémé. Et je suis surtout une citoyenne usagère de l'hôpital,
Et du coup, je vais rassurer ceux qui ont pris la parole sur la scène. Je défends Chuchouvine, je défends mon hôpital, je défends mon département. Oui, c'est un beau département. Mais la réalité, c'est que nous manquons de médecins et je vais plutôt parler de l'hôpital. Ah, je vais faire aussi quand même un petit coucou à Patricia. Merci Patricia d'avoir eu cette expression concernant l'escalade qui est faite pour faire venir les médecins. C'est injuste par rapport à d'autres professions, c'est inadmissible qu'on puisse effectivement, à coût de millions, trouver des solutions pour faire venir les médecins. On a besoin d'eux, mais pas à ce prix-là. Du coup, je vais vous interpeller sur le manque de médecins à l'hôpital. Et du coup, il semblerait qu'en France, on manque de médecins. C'est une réalité. On parle de numerus clausus qu'il faut augmenter pour avoir plus de médecins. Mais ça sera sur un long terme, parce que c'est pas maintenant, c'est pas dans les 3 années qui vont venir que nous aurons des médecins en plus. Par contre, je m'interroge sur le nombre de médecins intérimaires qui viennent faire des vacations à l'hôpital public. La vacation, c'est à peu près 1 000 € la journée. Ceux-là, de médecins, ils ne sont pas embolisés par l'administratif, parce qu'ils ne prennent pas part au projet de l'établissement. Ils n'ont pas de compte à rendre, ils n'assistent pas aux réunions. Et ils ont tout, ils ont le tapis rouge, ils ont 1 000 € par jour, ils ont tout le personnel administratif autour d'eux, ils ont toute la structure autour d'eux, et ils ont évidemment tous les patients de l'hôpital autour d'eux. Donc je pense que ça, c'est un sujet... c'est une solution d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel il faut se pencher et c'est une solution. S'il y a autant de médecins intérimaires dans notre pays, ça veut dire que nous avons des médecins qui n'ont pas de travail, qui pourraient s'installer à l'hôpital, s'ils veulent en libéral, pourquoi pas, mais en tout cas ils pourraient s'installer à l'hôpital. J'aurais plein d'autres interventions, mais c'est trop long. C'est dommage qu'on n'ait pas de parlementaire. Ça dépend c'est beaucoup du domaine de la loi que ça pourrait changer. Donc bon, malheureusement ici personne ne peut répondre. Sur la loi, alors sur les intérimaires, c'est vrai que ça coûte cher. 1 000 €, c'est pas tout à fait ce que le médecin empoche, mais ça coûte à l'établissement 2 500 € pour les 24 heures. Savoir. Et 2 500 € pour l'établissement, donc c'est cher. Il y a eu la loi RIST en 2022, qui a voulu justement raréfier et réorganiser tout cela pour éviter ce que j'appelle moi les mercenaires, et vous avez raison, qui viennent à l'établissement, qui ne s'investissent pas. Ils viennent faire leurs 12 heures, ils viennent faire leurs 24 heures et basta. Ils n'intègrent pas les projets. La continuité, souvent il n'y en a pas ou il y en a peu. Donc ça existe. Et là, la loi RIST a essayé de normaliser tout ça. Et un décret est sorti il y a peu de temps, justement, sur... de nouveau sur l'intérim, où les médecins sortant inscrits à l'ordre des médecins ne pourront pas, pendant les 2 premières années, être employés dans une société d'intérim et faire de l'intérim. Donc on essaye, l'État, moi c'est l'État, essaye de normaliser tout cela pour favoriser justement le retour à des fonctions de praticiens hospitaliers qui sont certes moins bien payés, et qui assure une pérennité aux établissements. Donc je ne peux que partager votre constat et les difficultés que les hôpitaux ont. Et plusieurs fois, moi, ailleurs, on me disait, mais pourquoi vous recrutez les intérimaires? C'est certes, c'est un scandale, parce que c'est souvent les médecins, il faut le dire, et Patricia Granet, qui est une ancienne PH, mais les nouveaux praticiens hospitaliers, les jeunes, c'est monnaie, c'est combien vous me donnez, c'est la négociation, alors qu'à l'hôpital, vous le savez, on est dans le public, les rémunérations sont quand même encadrées. Donc c'est souvent au plus offrant, et vous avez raison, c'est maintenant la voiture, on en était au logement pendant 3 mois, on en était à la profession de la conjointe, on en est certains, en sont également la voiture, bientôt la femme de ménage, il va falloir leur servir le café. C'est vraiment une fuite en avant, et vous avez raison, il faut vouloir stopper tout cela. Et l'État a voulu le faire au travers de la loi RIST, pour justement que les médecins intègrent plus facilement la carrière de praticien hospitalier. Alors après, il y a des problèmes, mais ça, c'est un autre débat de rémunération des praticiens hospitaliers au sein de la fonction publique hospitalière. Voilà, alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il faut pouvoir encadrer
encadrer cela, qu'on n'arrive pas dans l'ultra peut-être libéralisme et que cela ne se fasse pas au détriment des établissements et au détriment des territoires. Je peux rebondir, parce que je partage tout à fait ça, oui. Je pense que oui, moi, l'histoire des intérimaires, la loi Rist, à un moment, il faut savoir être juste boutiste. Il faut prendre des décisions. Il faut oser dire, on arrête l'intérim. Je fais exprès, là c'est de la provocation, hein, mais oui. Vous arrêtez l'intérim, vous retournez tous dans les hôpitaux, on revalorise le statut de praticien hospitalier, hein, je suis désolée. Hein. Moi je dis plus rien, j'ai jamais fait de libéral à l'hôpital, j'ai choisi le service public, c'est parce que je suis formatée service public. Hein. Mais la gabegie et l'escalade sur le salaire des praticiens hospitaliers, on demande toujours plus, etc. Non, c'est comment... D'autant quand on voit, quand je vois mes collègues qui sont sur toutes les fonctions support, CME, conseil, enfin toutes ces choses-là, qui se décarcassent en cadre, qui sont chefs de service et qui en même temps soignent les patients et qui n'en peuvent plus et qu'on voit l'intérimaire, oui, qui est dans son rôle, bon, il soigne, il vient donner un coup de main et puis il repart. Ah ben oui, on aimerait bien tous travailler comme ça. Non, donc ça a créé des déséquilibres et des inégalités qui sont complètement... on ne peut plus accepter. Nous, praticiens hospitaliers vieux, on a été dégradés, on nous a dégradés d'échelon. Hein. Voilà, moi je n'aurais jamais mon échelon 13 parce que, alors que j'aurais dû l'avoir depuis longtemps, parce que pour faire des équités, parce qu'il y a toujours le lobbying, parce qu'il y a toujours, il faut faire plaisir à un tel, il faut plaisir à un tel, on prend des décisions qui sont toujours, voilà, toujours comme ça. À un moment, il faut savoir je peux d'autant plus en parler que je le vis en tant qu'élu, et qu'en tant qu'élu, il faut oser prendre des décisions, et des fois les décisions elles font pas plaisir, il faut les prendre. Mais il faut arrêter d'être dans l'entre-deux dans notre pays, et puis réorganiser, et prendre les bons chemins, et remettre les choses à leur juste place. C'est un chantier. Hein. Votre intervention, oui, en haut. Là. Oui, bonjour. Alors, c'est peut-être pas le haut que vous montriez. Du coup, je me présente, Virginie Gopin, directrice de la maison intercommunale de sport santé, Cap-Verdon. Et juste, je partage carrément le tableau présenté des Alpes de Haute-Provence, où il y a vraiment une force vive et une richesse de tout ce qui est mis en place. Et je voulais saisir l'opportunité, et donc le micro, pour juste préciser qu'il y a aussi un partenaire qui n'est pas encore, et malheureusement, professionnel de santé, mais les maisons sport santé sont vraiment une richesse sur le territoire. Et du coup, juste pour rappeler à tous les professionnels là qu'on existe et qu'on peut vraiment partager et travailler en complémentarité sur le parcours de soins et les soins support. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Moi, c'était juste pour revenir sur le témoignage de Madame Birèche et en même temps la réponse de Monsieur Dufour, parce qu'il y a eu une pertinence des deux côtés sur le témoignage de Madame Birèche qui dit « Je n'ai pas reçu l'invitation, l'information, ou je ne l'ai peut-être pas entendue ». Et Monsieur Lisée qui dit « la coordination ». Ce mot, ce n'est pas juste un simple mot de vocabulaire français. Il faut pouvoir mettre des actions derrière ces mots de coordination. Alors, merci pour la réponse que vous apportez sur cette coordination. Elle se met en place. Mais pour revenir sur « je n'ai pas entendu cette information », il faut remettre le patient au cœur du soin. Parce que ce patient, il n'est pas toujours en capacité de recevoir l'information au moment où on lui la donne. Il va falloir la répéter, cette information. Il va falloir être là à divers moments de son parcours de soins pour qu'il soit en capacité de recevoir cette information. Et c'est là où toute la coordination prend son sens. C'est pas en passant une fois dans la chambre du patient où on va l'inonder aussi d'informations. Justement, il y a ça à votre disposition. Vous pouvez saisir. Et j'en parle en connaissance de cause, des soins de support à la Ligue contre le cancer, on pratique. Et on a encore des patients qui ne savent pas que la Ligue est présente dans tous les départements et qu'elle peut offrir gratuitement justement ces soins de support. Donc, on veut bien que cette coordination, mais
ce mot existe, mais il faut y mettre le sens derrière et les actions. Et c'est pas une fois, on ne coche pas simplement dire ça y est, je suis passé dans ma chambre, j'ai donné l'information. La coordination à l'hôpital, c'est aussi la première marche que le patient reçoit au moment de son diagnostic. Il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, la coordination, elle se poursuit après, pendant les soins et après les soins. Donc merci pour votre témoignage et merci aussi pour la réponse de M. Bidet, parce que les CPTS, comme le disait Nathalie, elles sont au plus proche du patient, géographiquement. C'est donc bien elles qui vont être en mesure d'apporter le plus rapidement et le plus pertinent la réponse aux patients qui se situent sous son lieu ou de soins ou de domicile. Merci. Je me permets à mon tour de saisir le micro très rapidement, mais merci parce que du coup ça fait écho de reprononcer ce mot de coordination, de coopération. Et je crois que c'est ce qui encore une fois ressort de notre journée. On a plein d'enjeux nationaux, locaux, on a plein d'outils, mais tant qu'on ne sera pas s'en saisir collectivement, on n'avancera pas. Pour l'anecdote, alors on a rappelé les enjeux et les missions de l'ARS tout à l'heure, de pilotage, de coordination, de soutien, etc. Et notre guide, je vais dire suprême, mais ce n'est pas le bon terme, en tout cas notre référence, c'est le projet régional de santé. Vous avez tous sur votre table de chevet, évidemment, un monument de littérature. En revanche, si vous voulez lire une page, je vous invite à aller à la page 74 que j'avais imprimée, puisqu'on a une petite pépite dans ce PRS3, de son petit nom, c'est qu'on a ni plus ni moins qu'une petite charte des 7 règles d'or de la coopération en santé. Puisque aussi techno sur ce PRS3, on a bien compris à l'ARS et avec tous les partenaires qui ont contribué à ce PRS3 que la clé, elle est là, dans tout ce qu'on se dit. Les dispositifs, ils existent, mais si on ne les connaît pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert pour un libéral, effectivement, de prescrire un examen ou quoi que ce soit, si le patient ne sait pas à qui s'adresser, etc., etc. Donc je vous invite à, effectivement, aller sur une petite page, qui nous a valu d'ailleurs une belle journée de coopération à Antibes pour l'écrire. Donc merci de m'avoir permis de repréciser, de rappeler l'existence de ce petit clin d'œil sur la coopération. Merci, monsieur le directeur. Une dernière intervention, parce qu'après il y a les ateliers qui doivent se dérouler. Oui, tout en haut là-bas. Ça fait 3 heures que vous demandez la parole en haut, là. Si possible. Ah, bon, d'abord, patientez encore 3 ou 4 heures, et puis après ça. Bonjour, Charlie Extra, je suis médecin à Seine-les-Alpes. Je voulais revenir sur les propos de monsieur Dufour qui m'ont mis un petit peu mal à l'aise sur que la jeune génération est uniquement intéressée par l'argent lorsqu'il s'agit de s'installer dans un hôpital ou dans une commune. Moi aussi, je trouve ça malaisant, l'espèce de mise aux enchères de l'installation, espèce de concurrence qui me semble immorale à travers les communes face à la nécessité de s'équiper en médecins. Je crois que c'est plus complexe que... je trouve que c'est un peu limitant de dire qu'aujourd'hui, la jeune génération de médecins, c'est que monnaie. Moi, j'ai 36 ans, j'ai pas eu 1 euro pour m'installer. Je me suis installé dans un petit village à 40 km de l'hôpital le plus proche. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Par contre, je pense qu'en effet, les médecins d'aujourd'hui en fait, sont représentatifs de la société. Il faut rappeler qu'on est une société marchande, mondialisée, de libre-échange, individualiste. Et qu'en effet, le manque de collectif entraîne des comportements individualistes. Et je pense par contre que les bonnes solutions, l'entraide au niveau du logement pour les jeunes étudiants, la relocalisation de formation dans les centres proches, par exemple ce qui se passe là avec le campus numérique, la formation d'un coup pour être maître de stage universitaire qui revient indigne, on n'a plus allé à Marseille. Le nombre de formations qui ont été mis en place à l'hôpital de Gap, je le prends comme bon exemple parce que le 05 a su, est en train de se rééquiper en médecins pour le coup, grâce justement à des actions en fait, qui respectent la dignité et l'intelligence des gens qui possèdent les savoir-faire. C'est ça qui fonctionne et plus que l'argent. D'ailleurs, M. Mousquet le disait très justement, les mesures d'incitation financière ne fonctionnent pas. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut aussi, c'est que dans la rue, c'est un vrai problème sur comment on traite nos ruralités. Et la disparition des services publics des ruralités empêche forcément l'installation de tous les savoir-faire, en fait, pas que le savoir-faire médical,
Et donc en fait, si on veut des communautés positives et actives, il faut qu'il y ait l'ensemble des éléments qui permettent à une communauté de vivre. Et il ne me semble pas totalement illogique finalement que lorsqu'il y a des zones géographiques qui deviennent d'un coup dépourvues de tout ce qu'un individu lambda a besoin, puisse dire, bah, écoutez, il n'y a plus rien, l'État démissionne, si vous voulez que moi je m'installe pour sauver cette zone géographique-là, oui, d'un coup, je vais me rendre au plus offrant. Mais par contre, je suis certain que si ces zones géographiques-là possèdent l'ensemble des services qui permettent une vraie qualité de vie et l'entretien en fait, du plaisir intellectuel et professionnel, il y aura beaucoup moins de problèmes pour trouver de nouveaux médecins, au-delà quand même de la quantité de médecins disponibles, infirmiers, etc., dans un pays donné pour pouvoir remplir toute la région. Merci. Je parlais bien évidemment de mon expérience à l'hôpital public, pas l'installation en ville. Et je vous assure, j'ai 34 ans de carrière dans les hôpitaux et j'ai vu l'évolution. Les problématiques de rémunération, quand un médecin rentrait dans le canton, on n'en parlait pas. C'était le statut, il y avait des règles et elles s'appliquaient. Mon expérience, et je peux vous dire, les médecins viennent, et c'est la première question, et je parle de l'hôpital public, hein, je ne parle pas des autres secteurs que je ne connais pas, c'est combien vous me donnez. Je vais vous rapporter tant de milliers d'euros, combien l'hôpital va m'en rendre. Je disais, j'ai un cadre, la réglementation, vous êtes à l'hôpital public, la réglementation, elle est encadrée à l'hôpital public. Donc je ne peux vous donner que ce que la réglementation permet. Et je vous assure qu'il y a quand même une évolution importante. Et là où j'étais au Benin, c'était tout simplement impossible. Un établissement en difficulté, avec une attractivité médicale en berne, des postes vacants en veux-tu en voilà. Les médecins, la première question, c'était combien vous me donnez, quelle est la rémunération. Alors, je ne parle que de mon expérience. Alors, je ne veux pas faire de généralité pour le monde libéral ou le monde de vie. Et je sais qu'il y a quand même, alors c'est aussi une généralité, parce qu'il y a quand même des praticiens jeunes, en effet, que je vois également à Manos, qui sont là pour le service public, et il y a une véritable appétence pour le service public, et pas en effet pour la rémunération. Mais c'est quand même une évolution importante de notre société. Après, elle est ce qu'elle est, c'est pas une critique, c'est pas un jugement de valeur, comme le disait le docteur Braun, c'est une réalité, c'est une évolution de la société, c'est tout. Pour prendre en compte. Voilà, je tenais à vous rassurer ou pas, c'était uniquement à l'aune de mon expérience de directeur d'établissement public. Dernière, oui, toujours en haut, si le micro peut monter jusqu'en haut, voilà. Bon, pas en bas alors, pas en bas. Vous avez vraiment mérité de prendre la parole. Il y avait le monsieur en bas qui avait le micro. Merci beaucoup. Je me présente, Michael Jean, je suis médiateur de Santé Père. C'est pas très connu, on n'a pas beaucoup parlé de santé mentale durant ce colloque, et je voudrais vous présenter, vous dire qu'aujourd'hui les patients s'engagent pour aider les autres. Et donc au sein de l'hôpital de Digne, Monsieur Dufour, vous avez actuellement 3 médiateurs de Santé Père. C'est une pratique qui se développe depuis quelques années. Quelle est l'importance que vous pouvez y mettre de cet accompagnement par les pairs, justement? Alors c'est un sujet que j'ai eu à traiter, puisque à la demande d'arriver ici ou à Aubenas, j'étais directeur d'un établissement public de santé mentale dans le Bas-Rhin. Donc il y a 10 ans de cela. Donc c'est déjà un projet que nous mettions en œuvre. Alors c'était pas facile, hein, les pairs aidants en psychiatrie. Il y avait l'aide de notre président à l'époque de l'INAFAM, je ne sais pas si celui du département est là, non, parti. Voilà, c'était pas facile vis-à-vis des professionnels de santé à l'époque de mettre ce dispositif en place. Donc moi, on y croyait. C'était il y a 10 ans, c'était un peu émergent. Donc on l'avait mis en place dans notre établissement. Donc vous avez bien évidemment tout votre place, et je ne peux être que favorable à la mise en place de ce dispositif, que ce soit à Digne ou ailleurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu
Donc voilà, à votre question, mais c'est une nouvelle approche du soin. Voilà, c'est très important. Sachant que le soin, c'est pas que la santé somatique, c'est aussi une dimension psychosociale. Et c'est vrai qu'on l'a très peu abordé aujourd'hui, et c'est rappeler aux gens que la santé, c'est beaucoup de prévention, beaucoup d'information, et c'est important d'engager en tout cas des choses dans cette direction-là, puisque chaque euro mis pour la prévention et pour l'accompagnement, c'est des économies faites sur tout ce qui est du domaine du somatique. Je vais peut-être prendre la Merci. suite. Bonjour. Juste à titre informatif, donc moi je suis Manon Paul, je travaille aussi pour Esperpro, donc une association de pères aidants. Je suis sur un projet du coup subventionné par l'ARS, qui est un recensement et un inventaire des ressources en santé mentale sur les 0,4. Donc voilà, à titre informatif. Et effectivement, je rejoins aussi quelques discours que j'ai entendus sur l'importance de remettre le patient au cœur de son parcours de soins. Et effectivement, en santé mentale, on sait que ça fait la différence. Et en fait, en santé en général, ça fait la différence. Donc je trouve que c'est important de le souligner aussi. Voilà, merci. Je me permets de prendre la suite. Donc, moi, je suis Alexandra Pinet-Copolani. Je suis directrice adjointe de l'association Porte-Accueil Ressourcerie de Haute-Provence. Et je voulais parler quand même des personnes en situation de grande précarité, en situation de grande vulnérabilité, parce que du coup, quand on est à la rue, c'est un petit peu compliqué d'être en bonne santé. On n'y reste pas longtemps, en tout cas en bonne santé à la rue. Et nous, on a la chance d'avoir des places lits actes soins santé, c'est-à-dire que justement, pour des personnes qui sortent d'hôpital, on peut les accueillir dans notre structure d'hébergement. Donc c'est un dispositif qui est plutôt intéressant. On n'a que 5 places par contre sur tout le 04. Voilà, donc je voulais vraiment prendre la parole juste pour faire le lien entre l'hébergement et la santé, parce qu'on a quand même souvent l'habitude de fonctionner en tuyau d'orgue. Or, il y a un vrai travail, on parlait de coordination, hein, mais voilà, un travail à faire ensemble pour permettre à ce que les personnes qui sont en situation de grande précarité puissent être en bonne santé, soit ne pas trop la perdre, soit en tout cas la retrouver au plus vite. Et donc des dispositifs comme les liens avec le soin de santé, voilà, je pense que c'est vraiment des dispositifs à soutenir sur le département des Alpes de Haute-Provence. Merci de l'avoir mentionné. On va peut-être arrêter maintenant parce qu'il y a des ateliers, donc désolé pour les personnes qui voulaient encore s'exprimer. Il y a des ateliers notamment sur la santé mentale, la mobilité, l'attractivité du territoire, enfin bref. Et on se retrouve juste après ces ateliers pour faire peut-être un petit bilan de cette journée. Merci à tous. Est-ce que peut-être